Bonjour Alain Fischer. Ah, attendez, je vais vous redire bonjour, voir si on vous entend. Bonjour. Ça y est, on vous entend très bien. Très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de commencer avec vous, je vais demander à ceux qui vous écoutent, qui vont vous entendre, de répondre à une question via le flashcode toujours. Il y a une question qui va s'afficher. D'une manière générale, trouvez-vous que la dynamique vaccinale en France est bien menée? Donc, vous pouvez répondre et dès qu'on a toutes les réponses en cours d'entretien, Alain Fischer, je me permettrai de donner la réponse à cette question. Hier, nous avons entendu notre ministre de la Santé, Olivier Véran, qui nous a fait un point sur la stratégie vaccinale aujourd'hui, donc on ne va pas la répéter. Je voudrais maintenant qu'on s'occupe de la 3e dose qui devrait arriver, alors qu'on va être aussi en pleine campagne vaccinale contre la grippe. Comment est-ce que tout cela va se régler, se jouer? Alors tout d'abord, je préférerais qu'on parle de rappel plutôt que de 3e dose. Le sens des mots, c'est pas crucial, mais quand même la précision vaut la peine d'être faite parce que ça a une signification. Je préfère qu'on utilise le mot 3e dose pour les personnes immunodéprimées chez lesquelles on est amené à répéter une 3e dose dans le cadre de la primo-vaccination pour essayer d'induire une réponse immune, donc la primo-vaccination. Là, la question que vous me posez sur la 3e dose fait référence, j'imagine, essentiellement au rappel, c'est-à-dire au fait qu'à distance de la primo-vaccination, on fasse une nouvelle injection de vaccin de telle manière qu'on entraîne une restimulation très puissante du système immunitaire et pour conférer une protection, si possible, durable. C'est un principe général de vaccination, c'est pour ça que je me permets ce petit rappel, mais ça permet de distinguer des situations en fait qui sinon on confond un tout petit peu. Alors c'est un sujet d'actualité. De fait, le rappel de vaccination a débuté en France depuis le début de septembre, potentiellement pour toutes les personnes âgées de plus de 65 ans et aussi pour les personnes fragiles. Et je vais y revenir dans un instant en termes de justification. Ce qu'on sait, c'est que, vous l'avez entendu, la vaccination est remarquablement efficace, avec une protection en particulier contre les formes graves de la maladie qui est au-delà de 90%. C'est un peu moins bon pour la protection contre l'infection en général. Mais on sait donc que chez les personnes les plus âgées ou plus fragiles, cette protection commence à s'effriter au bout de 5-6 mois. Et que si on regarde aussi les anticorps, même si on ne peut pas tout à fait corréler les titres d'anticorps avec la protection, on voit que ça diminue. Donc ceci est une base scientifique raisonnable pour proposer que les plus fragiles, plus de 65 ans et malades, diabétiques, obèses, etc., reçoivent un tel rappel. Et nous disposons aujourd'hui, depuis peu à vrai dire, mais des premières informations en termes de réponse anticorps et en termes de protection clinique de ce que permet un rappel, et c'est très encourageant, puisqu'en termes de dosage d'anticorps, que ce soit avec le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna, donc les 2 vaccins ARN qui sont utilisés pour ces rappels, on s'aperçoit que les personnes ainsi rappelées, qu'elles soient jeunes, alors je vais mettre la barre à 65 ans, moi on est jeune à moins de 65 ans, ou moins jeunes, plus de 65 ans, développent des titres d'anticorps neutralisants, donc potentiellement efficaces pour combattre le virus, qui sont de l'ordre de 5 à 12 fois supérieurs à ceux qui sont induits par la primo-vaccination. Donc probablement, on peut espérer que derrière ces anticorps se révèle un niveau de protection supérieur à celui conféré par la primo-vaccination, et donc peut-être plus durable, même si ça, on ne peut pas en être sûr. On a les toutes premières notions, je finirai par ça, de protection clinique, une publication qui date d'il y a 2 jours, venant d'Israël, puisqu'ils ont été les premiers à mettre en place ces rappels, qui montrent évidemment sur un intervalle de temps court, c'est seulement 1 mois après rappel, mais les personnes donc qui ont eu un rappel dans le mois qui suit ont un risque d'infection qui diminue d'un facteur 10 et d'infection grave diminue d'un facteur 20, sachant qu'il était déjà faible avant. Donc c'est quand même une bonne nouvelle sur le fait qu'il est très probable que ces rappels sont tout à fait efficaces. Et alors pour les moins jeunes qui vont devoir aussi se faire vacciner contre la grippe, ça va se passer comment? Ils vont recevoir les 2 vaccins en même temps? Alors écoutez, la vaccination contre la grippe, elle va commencer de mémoire, je crois, le 23 octobre, ou enfin autour de fin octobre. Elle est particulièrement justifiée cette année parce qu'on a, grâce aux mesures barrières, on n'a pas eu de grippe l'année dernière. Et donc, et un peu la vaccination aussi, mais peut-être plus les mesures barrières en l'occurrence. Et donc le risque d'une poussée d'une épidémie de grippe un peu sévère, évidemment, ça dépend du variant qui circulera cette année, n'est pas négligeable. Donc plus que jamais, il faut se vacciner contre la grippe.
Et de fait, ce ne serait pas en plus une bonne idée d'avoir et la grippe et le Covid en même temps, avec 2 maladies pulmonaires simultanées. Certainement pas une bonne idée pour les personnes âgées en particulier, mais aussi les femmes enceintes, etc. En pratique, rien ne s'oppose pour les personnes sur lesquelles, en termes de calendrier, où les choses se passeront à peu près au même moment, rien ne s'oppose à ce que ces 2 vaccins soient effectués le même jour. Donc ça sera même commode, ça évitera des déplacements, et que les 2 injections soient effectuées le même jour. On fait 2 injections, ok, mais voilà. Et pour les professionnels de santé, ce rappel, ça sera à quel moment ? Alors, c'est un sujet en discussion. Donc, les professionnels de santé, ils sont en termes de risque, ils sont comme la population générale. Et pour l'immense majorité, ils ont moins de 65 ans. Donc, ils sont moins à risque et a priori, ça devrait être éventuellement une raison d'attente. Mais d'un autre côté, ils sont plus exposés. On le sait bien depuis le début de la pandémie. Et donc, ça, c'est un facteur, au contraire, qui plaide en faveur d'anticiper le rappel de la même façon que les professionnels de santé ont pu être vaccinés pour les plus de 50 ans dès tout début janvier de cette année et les plus de 50 ans dès fin janvier. Donc, les arbitrages finaux ne sont pas encore faits, mais il est assez probable, et je sais que la Haute Autorité de Santé va dans le même sens, que soit proposé des rappels aux professionnels de santé, alors soit à tous, soit dans un premier temps, plus de 50 ans. Enfin, ça se discute, mais ça se discutera à la marge sur quelques semaines. Le seul point, et j'aurais dû le rappeler aussi tout à l'heure à propos des rappels, c'est de garder l'idée que ces rappels soient faits 6 mois après la fin de la primo-vaccination, ce qui paraît un délai raisonnable. Alors, je voudrais qu'on parle des variants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les inévitables variants à venir ? Ils peuvent, oui, qu'il y aura d'autres variants, c'est sûr, puisqu'en fait, tous les jours, il y a de nouveaux variants. Si on regarde l'arbre généalogique des variants du SARS-CoV-2, on ne peut même pas le dessiner parce qu'en fait, il y en a des millions. Mais ceux qui sont significatifs sont en nombre assez élevé. Celui qui est aujourd'hui problématique pour nous, enfin qui nous enquiquine parce qu'il est plus contagieux que les variants précédents et un peu plus agressif, c'est le variant Delta. Et on parle beaucoup du variant Mu, je ne pense pas qu'il faille trop en parler, mais c'est un variant qui est présent essentiellement en Colombie, mais qui ne prend pas du tout le dessus en France par rapport au Delta, qui tient la route, qui est très, très solide, entre guillemets, face à ses concurrents depuis maintenant un grand nombre de semaines. Le risque, évidemment, si je vois les choses de façon risque, après on peut aussi voir les choses dans le sens positif, en termes de risque, c'est qu'à partir du variant Delta, de nouvelles mutations soient sélectionnées qui rendent ce virus, par exemple, moins sensible au vaccin. C'est un risque qu'il faut prendre en considération, même si on n'en connaît pas la probabilité. Peut-être qu'elle n'est pas si élevée que ça, mais il faut le considérer. Donc, la parade à ce risque, c'est le développement de vaccins que je vais qualifier de seconde génération, où la séquence de la spike, qui, comme vous le savez, est présente dans les vaccins actuels, n'est plus celle du virus initial, dite souche Wuhan, les premiers virus isolés, mais serait la séquence Delta ou la séquence Beta, qui est le variant sud-africain, qui est d'ailleurs plus embêtant que le Delta en termes de résistance à la réponse vaccinale, ou une combinaison des deux. Et Pfizer et Moderna, et Sanofi pour ce qui est des vaccins que l'on espère à venir en termes de sous-unités protéiques, développent donc cette génération de vaccins fondée sur ces variants-là, en faisant l'hypothèse que si on avait un nouveau variant et donc qui émergerait à partir des existants, ces vaccins-là seraient plus proches du nouveau variant et donc plus efficaces que les actuels. Dans l'immédiat, on n'en a pas besoin, puisque les vaccins dont nous disposons sont très efficaces. On en a redit un mot tout à l'heure, et incidemment, les rappels qui quand même permettent aussi d'avoir une immunité assez large pourraient aussi d'ailleurs être efficaces sur de nouveaux variants, mais par définition, on ne le sait pas. Mais ce qui peut aussi se passer dans l'autre sens, c'est l'émergence de variants qui a un avantage sélectif parce que le virus se reproduit plus vite, peut-être il est plus contagieux que le Delta, mais par contre serait moins virulent. Et donc on aurait une infection qui serait possiblement très contagieuse, mais avec des conséquences cliniques très limitées. Elle se vaccinera quand même contre ces nouveaux variants ? Si on a ce type de situation, je pense qu'on rejoint la situation des coronavirus. Il y en a 4 qui sont connus, qui provoquent des infections rhinopharyngées banales, et que si on allait vers un scénario de ce type, il n'y a plus besoin de vaccination. Donc ça, c'est une vision optimiste. Je ne suis pas du tout sûr que ça va se passer non plus, bien évidemment, mais on ne peut pas exclure ce scénario-là. Évidemment, il faut se préparer au premier, c'est l'évidence.
Et vous disiez que vous... pas de variant du tout qui émerge, même s'il y en aura à bas bruit, mais il n'y en aura peut-être pas qui émerge. Vous disiez qu'il n'était pas nécessaire de parler du variant mu parce qu'il est concentré en Colombie, mais il peut arriver. Oui, enfin on peut en parler. Non, c'est juste qu'il faut qu'on en parle. Disons que dans les médias, on en parle plus que de ce qu'il représente en termes de danger. C'est dans ce sens-là. Il n'est pas nouveau. Il existe déjà depuis un certain temps. Et comme vous le savez, il y a un suivi épidémiologique moléculaire très précis des variants en France, comme dans la plupart des pays, en tous les cas dits développés. Et on ne voit pas du tout augmenter en fréquence ce variant mu. Donc et d'ailleurs, en termes de dangerosité, il est à peu près de l'ordre de grandeur des variants bêta et gamma, c'est-à-dire respectivement sud-africain et brésilien. Le bêta, je vous le rappelle, qu'il est par exemple présent dans l'île de la Réunion, pour ce qui nous concerne. Et à l'île de la Réunion, aujourd'hui, grosso modo, l'épidémie, elle est contrôlée. Il y a des cas, mais il n'y a pas de drame. Les drames, ils sont dans les territoires où les gens ne sont pas vaccinés, c'est-à-dire très peu vaccinés, comme les Antilles, par exemple, ou la Guyane. On a les résultats du sondage qu'on va vous donner. Ils vont s'afficher. D'une manière générale, donc, trouvez-vous que la dynamique vaccinale en France est bien menée? La majeure partie, à 38%, ils disent oui. Vous les voyez, ces résultats s'afficher sur... Je vois, mais je vois des colonnes verticales. Je ne sais pas très bien, je ne vois pas les légendes, mais ça ne fait rien, c'est pas grave. J'imagine que plus on est à droite sur le diagramme, plus on est satisfait. Là, je vois très bien. C'est ça. Donc de 10 c'est la très bonne note et 0 c'est 0. C'est ça, donc exactement. Donc globalement, si on fait 8 plus 9 plus 10, c'est pas mal. Globalement, il y a un bon taux de satisfaction. Ouais. Je pense que c'est plutôt justifié parce que si on regarde aujourd'hui la situation mondiale de la vaccination, la France fait partie du peloton de tête des pays, liés au nombre de personnes vaccinées et vaccinées avec les meilleurs vaccins. C'est-à-dire que les vaccins ARN plus un peu les vaccins adénovirus. Il y a certains pays, comme en Amérique du Sud, comme l'Uruguay ou le Chili, où le taux de vaccination est plus élevé, mais où la vaccination a été faite en partie avec les vaccins chinois, qui sont de moins bonne qualité. Donc on est vraiment, si on combine quantitatif et qualitatif, on est dans le peloton de tête, même si le Danemark, l'Espagne, le Portugal sont un petit peu devant nous. Cependant, c'est pas une raison, je pense on peut s'en satisfaire, bien sûr, mais il faut pas non plus entrer dans une autosatisfaction béate parce qu'il reste des difficultés. J'imagine que le ministre en a dit un mot hier. Il y a environ 2 à 3 millions de personnes dans ce pays vulnérables qui peuvent faire des Covid sévères qui ne sont pas vaccinées encore. Oui. Et tous les efforts doivent être déployés pour aller vers ces personnes. Je pense aux personnes très âgées, je pense à certaines personnes malades. Et donc là, tous les professionnels de santé, quel que soit leur exercice, ont un rôle majeur à jouer de contact avec ces personnes, pour discuter avec elles, aller vers elles, pour des infirmiers et des médecins, aller vacciner à domicile. Je pense encore une fois à des personnes âgées qui sont isolées, continuer les efforts de pédagogie, parce que même s'il y a des réfractaires et des gens dont on sait que jamais on obtiendra le fait qu'ils se vaccinent, il y en a qui sont encore capables de t'entendre, de comprendre et d'adhérer à cette vaccination. Donc les efforts doivent être poursuivis, c'est indispensable. Et c'est quoi, selon vous, ce défaut de pédagogie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre les derniers récalcitrants? Il y a plusieurs catégories. Il y a donc encore une fois les personnes qui sont à distance, je dirais, physique et psychologique du système de santé. Typiquement des personnes de plus de 80 ans, on sait qu'il y en a à peu près 16% qui ne sont pas vaccinées. Celles qui ont peu de famille ou qui craignent de se déplacer, qui ont du mal à se déplacer. Donc, ça fait 700 000 personnes quand même. 700 000 personnes. Il y a des personnes avec des maladies chroniques, notamment des personnes en situation d'obésité qui n'osent pas trop sortir, qui sont un peu en retrait de la société, qu'il faut essayer de convaincre. Donc ça passe par leurs médecins, mais ça passe aussi par évidemment tous les efforts de pédagogie possibles relayés par les associations de malades, par les sociétés savantes, par tous les systèmes possibles. À côté de ça, ensuite, on arrive, c'est plus difficile évidemment aux personnes qui sont sensibles malheureusement aux fausses nouvelles qui circulent de façon excessive, enfin excessive, tout est excessif en termes de fausses nouvelles, mais là, un effort de pédagogie permet, moi j'en ai des exemples concrets personnels, il faut prendre le temps d'un colloque singulier, entendre les gens, leur expliquer, et bien souvent on peut les convaincre. Pas tous, c'est évident qu'il y aura un noyau dur réfractaire, mais il est probablement pas si important que ça, ce noyau dur réfractaire. Et puis, il y a aussi, j'aurais dû le citer avant, ce
que c'est plus dans les personnes à aller chercher, sont des gens en situation de précarité ou de très grande précarité vers lesquels il faut aller pour les vacciner. Mais ça nécessite de gros efforts locaux. En Seine-Saint-Denis, il y a d'énormes efforts qui sont faits dans ce sens, je sais, et c'est tout à fait remarquable. Et pour terminer, malheureusement, j'en ai dit un mot tout à l'heure, il y a nos concitoyens habitant les Antilles, la Guyane, la Polynésie, qui pour des raisons culturelles diverses ne se vaccinent toujours pas, malgré l'expérience récente du drame qu'ils ont vécu. Et là, on est en situation d'échec difficile. Mais il faut aller au bout de la vaccination parce que le variant Delta, il est extrêmement contagieux et avec le taux de vaccination actuel, on ne peut pas obtenir une immunité collective. Ce qu'on aurait obtenu avec les premiers virus il y a un an, ou encore peut-être le variant Alpha, mais on ne peut pas avec le variant Delta. Donc pour réduire au maximum le nombre d'hospitalisations et de décès, il faut vacciner un grand maximum de personnes, donc ne pas se contenter du résultat, même s'il n'est pas mauvais. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt de se passer des masques et que le pass sanitaire va rester encore bien présent. Il faut nuancer. Là, déjà, le masque, je pense qu'il est important de le garder pour l'instant en milieu confiné. À l'extérieur, comme c'est déjà proposé depuis un bon moment, on peut ne pas le porter. Après, on peut imaginer de moduler les mesures en fonction de la géographie et du taux d'incidence. Le taux d'incidence, je crois, dans le Cantal, par exemple, il est extrêmement faible, alors qu'à Marseille, il est encore très élevé. Donc, si je suis à Marseille, je continuerai à prendre toutes les précautions. Si j'habite le Cantal, on peut se permettre d'être plus souple, éventuellement évoluer un tout petit peu. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter maintenant aux circonstances locales qui sont quand même encore assez hétérogènes. Alors, on a encore plein de questions, mais pas tellement de temps. Je vais vous en poser 2 de la salle. Pourquoi vacciner les enfants si les adultes ont déjà une couverture suffisante ? On a vu que la couverture vaccinale des adultes n'est pas tout à fait suffisante, d'une part. D'autre part, pour les enfants eux-mêmes, alors pour l'instant, ce qui est d'actualité, ce qui est en cours et qui marche bien, c'est la vaccination des adolescents, les 12-17. 70% d'entre eux ont reçu une première dose. Pourquoi les vacciner ? Parce que quand même si c'est heureusement rare, il y a quelques formes graves de Covid chez les adolescents. Il y a quelques dizaines d'adolescents hospitalisés, il y en a quelques-uns en réanimation. Ils font notamment une pathologie inflammatoire systémique, qui est une forme retardée de la maladie qui peut être assez sévère. Ils peuvent faire des Covid longs, donc si on peut éviter tout ça, même si c'est pas un grand nombre de cas, c'est bien. Et puis surtout, si le virus circulait beaucoup chez les adolescents, on serait amené à fermer des classes, voire à fermer des établissements et se retrouver dans les situations qu'on a vécues l'année dernière et qui sont très douloureuses, c'est-à-dire décrochage scolaire, troubles psychologiques, troubles psychiatriques. Je rappelle qu'on a observé une augmentation de plus d'un tiers de tentatives de suicide des adolescents, par exemple. Donc, il faut éviter à tout prix tout cela. Et pour éviter cela, la meilleure solution, c'est de les vacciner. Pour les plus jeunes, 5-12 ans, on vient d'apprendre que les résultats des essais cliniques sont bons, avec les limites d'un essai clinique, mais c'est pas un sujet d'actualité immédiat. Il y a des arguments pour vacciner qui ressemblent un peu à ceux que je viens d'évoquer pour les adolescents, mais il faudra voir dans les semaines et les mois qui viennent le taux de circulation du virus chez les enfants, à l'école, est-ce qu'on ferme des classes, est-ce qu'on ferme pas des classes, etc. Et tous ces paramètres devront intervenir pour une décision de vaccination ou pas des enfants de 5 à 12. Mais c'est pas d'actualité. Une dernière question. La sortie de crise va-t-elle entraîner une mise à jour de la stratégie vaccinale pour les autres vaccins qui ont été un peu oubliés pendant la pandémie ? Oui, c'est une bonne question. On s'aperçoit que malheureusement, du fait que les gens sont moins allés chez le médecin, d'ailleurs ça dépasse la vaccination, ça concerne aussi le suivi des maladies chroniques, enfin bref, tous les problèmes de santé. La vaccination a un peu souffert. Et donc, évidemment, il faudra reprendre l'effort, enfin, dès maintenant d'ailleurs, sans attendre, que toutes les vaccinations soient effectuées, que ce soit les vaccinations obligatoires des nourrissons, les rappels aux différents âges de la vie, la vaccination grippale, on en a parlé, et on peut y ajouter, là j'espère qu'il y aura un bénéfice concernant la vaccination contre les papillomavirus, vous savez, qui est préconisé à l'adolescence. Le fait qu'on ait commencé à vacciner à l'école contre le Covid me laisse espérer, mais c'est une opinion personnelle, j'espère simplement qu'elle ira un peu plus loin, c'est qu'on entreprenne en France la vaccination contre HPV à l'école ou autour de l'école, selon le modèle de ce qui s'est mis en place
au moins dans certains endroits pour le Covid, parce qu'on s'aperçoit que les pays qui ont vacciné efficacement contre HPV, donc chez lesquels on peut prévenir les cancers du col de l'utérus et tous les autres cancers liés à HPV, sont des pays où on vaccine de façon très prédominante les adolescents à l'école, en Angleterre, dans les pays scandinaves par exemple. Lamine. Oui, merci professeur. Et grâce à vous, je vais passer une belle journée parce que, étant plus proche de 60 que de 50, vous nous avez qualifié de jeunes. Donc, je prends ce compliment et merci à vous pour la clarté de vos propos. Et puis, je pense qu'il faut se féliciter, professeur, parce que on est tellement critiqué dans ce pays quand on fait quelque chose de bien ou de pas bien. Donc, là, 50 millions de nos concitoyens vaccinés, c'est très bien. Moi, je me rappelle les débuts qui étaient difficiles. On ne parlait que de ça. Et on parle moins de la réussite. Donc, je pense qu'il faut être fier. Vous l'avez dit, c'est pas terminé, mais il faut quand même se réjouir. Et j'y associe le cabinet de notre ministre, Clément Lacoin, qui, chaque semaine, nous a mobilisé les fédérations et nous avons été pleinement impliqués. Une demande, si on peut, quand ce sera possible, je dirais peut-être en fin d'année, fermer nos centres de vaccination et passer vers la médecine de ville et les pharmacies pour la continuité de la vaccination, parce que nous avons deux difficultés. Un, c'est les ressources humaines, de médecins qui sont mobilisés dans ces centres de vaccination et qui manquent ailleurs, et surtout les infirmiers et les infirmières. Voilà, on a des grosses tensions dans nos établissements, et donc si on pouvait déplacer le centre de vaccination, si c'est possible, évidemment. Également dire que la vaccination obligatoire des soignants, je l'ai portée bien avant que ce soit rendu obligatoire, que nous y sommes arrivés. Il y a quelques cas, bien sûr, encore difficiles, et on est dans l'idéologie et non plus dans la logique. Donc on va le traiter. L'HPV, c'est aussi un combat que je mène parce qu'effectivement, on n'en parle pas suffisamment. Il faut qu'on se vaccine pour ce virus qui est important. Une question pour la grippe, parce que je me sens peut-être un petit peu concerné. À quel âge ? Pouvez-vous rappeler l'âge où il faut se faire vacciner? Parce que jusqu'à maintenant, je ne me sentais pas du tout concerné. Mais voilà, j'évolue aussi. Donc, à quel âge doit-on se vacciner contre la grippe? Vous êtes trop jeune, je crois. Un tout petit peu trop jeune, désolé pour vous. La recommandation, mais elle pourrait s'étendre, on va dire. La recommandation classique, et qui est logique, il faut le dire, c'est de vacciner les plus de 65 ans, les malades, les femmes enceintes. Mais à vrai dire, on pourrait discuter, mais évidemment, après, il n'y a pas assez de doses pour le faire dans l'immédiat, d'aller plus loin, c'est-à-dire de vacciner des personnes âgées de moins de 65 ans. Dans certains pays, ça se fait, et même dans les pays anglo-saxons, on vaccine les enfants par un vaccin par instillation nasale, pas pour protéger particulièrement les enfants qui, à vrai dire, sont peu enclins, encore qu'il y a des exceptions rarissimes, à des formes sévères de grippe, mais avec l'idée de protéger leurs grands-parents. On n'en est pas là en France, mais ce sont des points d'évolution possibles. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Fischer, de votre intervention ce matin.